Je vais pouvoir passer donc maintenant la parole au professeur Deleval qui a beaucoup d'idées pour nous et qui va se charger donc de clôturer nos travaux. Je suppose qu'après les 4 exposés que nous avons entendus ce matin, vous avez certainement des questions à poser aux spécialistes ici présents. Maître Teffner, je vois que... Voilà, je le savais bien. Juste 2 questions. Une qui s'adresse à monsieur le professeur Guinchard et Payan. Les deux parce qu'ils ont abordé le même sujet finalement. C'est cette fameuse déclaration de patrimoine qui, on le voit bien, n'a guère de chance de fonctionner réellement en Espagne, comme elle fonctionne peut-être, si j'ai bien compris, auprès de nos voisins du Nord, les Anglais. Et donc, je sais bien que chez les Anglais, être pris en flagrant délit de mensonge justifie certainement qu'ils ne veuillent pas, eux, figurer dans le fameux fichier de la honte. Qu'en sera-t-il dans le Sud? Je ne suis pas sûr que ça va se passer comme ça. Les cultures sont différentes. Et donc, m'est venue l'idée de plaider pour une espèce de campagne européenne de l'intérêt qu'il y a pour le justiciable dans ce cadre de cette décision, de cette déclaration de patrimoine, de faire preuve de, je vais dire, d'honnêteté, parce que derrière, ils vont susciter ou ressusciter la confiance à l'égard de leurs créanciers en général. Et je pense que les Anglais ont bien compris l'importance de la confiance en affaires. Ce que peut-être dans le Sud, on essaye de contourner. La deuxième question s'adresse à mon président et ami Maître Debré, quand il dit ce serait bien qu'on puisse avoir accès à toutes sortes de données, tout à la fois si possible, même sans croiser les bases de données, mais on pourrait imaginer une espèce de routine informatique qui interroge successivement toutes les bases de données et qui rassemble tout en main de l'huissier qui va apprécier la valeur de telle donnée au regard de sa propre mission. Mais faut-il vraiment le faire sans autorisation du juge? Moi, je plaiderais plutôt le contraire. J'aimerais, moi, que le juge, qu'on puisse présenter au juge nos bonnes raisons d'obtenir ces données. Si vous permettez, on a compris la question. Vous le voulez bien, parce qu'il faut que tout le monde puisse prendre la parole. Et alors, d'abord, monsieur le professeur Guinchard, et puis Maître Debré. Alors, je vous remercie pour votre question. Sur l'intérêt d'une sorte de campagne de promotion, je pense qu'il peut y avoir une telle campagne venant, par exemple, de la Commission européenne, et il me semble qu'il y en a probablement une en chantier pour inciter, mais je doute qu'elle soit de beaucoup d'effet dans le Sud. Je pense qu'il y a une question de mentalité, en réalité. Ça fait partie de ces questions où vous avez une différence de conception. Il y a d'autres domaines, par exemple l'injonction de pays européenne, normalement il n'y a pas de contrôle du tout du juge. Pourtant certains juges font un contrôle, parce qu'ils y sont habitués et parce qu'ils estiment que c'est justifié. Et pourtant c'est contraire entièrement au texte de l'injonction de pays européenne et de la jurisprudence. Donc je suis dubitatif sur l'intérêt de faire une telle campagne. On peut la faire, c'est vrai, mais je suis dubitatif sur ses effets. De même, si on parle des registres, encore faut-il évidemment qu'ils soient centralisés, ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple, si les choses n'ont pas changé en Grèce, où pourtant les armateurs ont un poids important, peut-être parce qu'ils ont un poids important, les navires sont enregistrés par port. Donc il faut les faire un à un, ce qui demande un tout petit peu de temps. Et puis ensuite, dans certaines régions, comme par exemple peut-être, je ne sais pas, l'île de naissance de certaines personnes célèbres à Waterloo, est-ce que les registres immobiliers sont bien tenus? Je n'en suis pas totalement sûr qu'on sache exactement qui est le propriétaire de quelle parcelle de terrain, sachant que depuis cette personne, il y a quelques règles particulières qui s'appliquent en Corse du point de vue des impôts sur la succession et donc de la transmission des terrains. Donc, une campagne, oui,
Mais ces effets quant à la transformation d'un patrimoine me semblent tout de même assez limités, a priori, et des registres, oui, mais il faudra encore s'assurer que derrière, il y a une infrastructure. Alors, par rapport à ta question, pour moi, le contrôle du juge est nécessaire, qu'il soit avant, après, pendant, un contrôle a posteriori, peu importe. Peu importe, c'est à discuter, c'est à voir. J'attirais juste l'attention sur le fait que ce contrôle du juge doit absolument être maintenu, c'est primordial. Donc maintenant, la question de est-ce qu'on peut avoir accès à tout et n'importe quoi, j'en ai parlé, c'est la question de la proportionnalité. Je pense qu'il y a des règles à établir aussi en fonction de ça. Et donc, à d'avoir, à prime abord, accès à tout, l'information, alors que nous n'avons pas encore de titre exécutoire, pour voir si la personne est solvable, il faut voir quelle est la finalité et si elle est acceptable. Et ça, c'est le législateur à déterminer. Oui, c'est la raison pour laquelle je voulais pour un contrôle a priori. Il y a encore une question? Une question, ou deux, ou trois. Plutôt une observation, c'est que l'huissier de justice, dans l'exercice de ses fonctions, a de plus en plus d'obligations, de par la loi, de par la demande de ses clients, des justiciables, du public en général, l'obligation de faire preuve de prudence et de sens de la mesure dans ses moyens d'exécution. Or, j'observe que pour répondre à cette obligation, nous aurions besoin de beaucoup plus d'informations, non seulement au moment de l'exécution, mais peut-être même avant d'introduire un procès. L'opportunité, le côté raisonnable de l'action en justice, c'est tout à fait en amont qu'il faudrait pouvoir l'évaluer. Or, vous avez déjà une certaine possibilité, mais je vais en dire un mot en conclusion, si vous voulez. Or, avec toutes les barrières qui existent, notamment au stade conservatoire, mais c'est totalement impossible d'exercer, d'aboutir à cette précaution et à ce sens de la mesure. C'en est fini. Autre observation, autre question? Merci. Je voulais revenir sur les fichiers qui sont mis à disposition et dont vous parliez tout à l'heure. Monsieur Payan, vous parliez notamment de l'intérêt des Européens vis-à-vis de notre fichier central des saisies. Et vous aviez l'air de trouver peut-être qu'il serait un peu déplorable de faire un fichier européen et de rester plutôt sur des fichiers nationaux. Mais dans le cadre de la mise en place du nouveau règlement insolvabilité européen, est-ce qu'il n'y a pas là, dans ce règlement-là, la nécessité de la mise en place d'un fichier central qui serait un fichier central européen reprenant donc l'ensemble des insolvables, on va dire, et qui serait, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous pose la question, ce fichier-là, est-ce qu'il serait effectivement européen via la plateforme, via les sites européens ? Est-ce que ce fichier-là serait plus ou moins calqué sur le fichier central, ou est-ce que c'est encore un vœu pieux et qu'on n'est pas prêt de le voir mis en place ? L'Union européenne mise davantage sur la connexion entre les fichiers nationaux plutôt que de créer un fichier européen. Ne serait-ce que pour les questions de langue. À mon sens, il est préférable de solliciter les professionnels locaux d'un pays qui ont accès aux fichiers et de voir une communication entre personnes qui font la même profession, plutôt que d'envisager un fichier européen qui sera difficile d'accès. Il faut garder aussi à l'esprit que le fichier européen ne remplacera pas les fichiers nationaux, ce qui fait qu'il y a un intervenant supplémentaire et donc un risque de divulgation indue des données. C'est en ce sens où j'envisageais davantage de créer les fichiers au niveau nationaux et que ce soit présent dans tous les États membres de l'Union européenne, et ensuite envisager un système de transmission des informations tel qu'on connaît classiquement, de façon dématérialisée, mais toujours avec l'intervention des professionnels locaux. Par exemple, pour consulter le fichier belge et des avis de saisie, passer par un huissier belge. Et on aura plus facilement accès à l'huissier belge par l'huissier français plutôt qu'un accès de l'huissier français à votre fichier. C'est dans ce sens-là que j'envisageais les choses. Encore
Une dernière question? Oui. C'est Madame de Saint-Denis, qui est une doctorante française, qui fait une thèse sur la transparence patrimoniale. Vous avez la parole, madame. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur. Ma question était sous-jacente par rapport aux différents intervenants que nous avons eus ce matin concernant la vie privée des débiteurs. Parce que toutes ces informations qui sont collectées peuvent nous être opposées, vous, en tant que professionnels, mais à l'ensemble des informations qui sont détenues à l'intérieur de ces différents fichiers, de ces différents registres, sont des informations personnelles. Des informations personnelles, puisque c'est la différence entre l'avoir pour le créancier et l'être pour le débiteur. Et ne pensez-vous pas qu'il y a risque de divulgation, risque d'atteinte excessive à la vie privée du débiteur s'il y a multiplication d'accès, que ce soit déclaration de patrimoine, accès à des fichiers, à des registres? Et pensez-vous qu'il y ait une protection suffisante à avoir, que ce soit en l'état ou peut-être à envisager? Merci. Ça, c'est vraiment le sujet d'une thèse. Peut-être Monsieur Georges? En un mot, et sous le contrôle de M. Deleval et de mes autres collègues, chaque fois qu'une mesure intrusive et portant atteinte à la vie privée, en tout cas en Belgique, est édictée par le législateur et qu'elle est soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle, vérifie d'abord, elle dit que l'article 8 et l'article 22 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 de la Constitution disent globalement la même chose, qu'il faut donc une disposition législative précise et pertinente sur ce point, qui est un motif légitime et que ce soit proportionné. Et dans le contrôle de la proportion, il y a évidemment le contrôle des garde-fous qui va avec, c'est-à-dire parfois le caractère subsidiaire de la mesure, qui est vraiment le dernier recours lorsqu'on n'a rien trouvé d'autre chose, par ailleurs, ou bien l'obligation de secret professionnel rigoureux et ce genre de choses. Donc, alors, c'est comme parfois avec la Cour de Strasbourg, la Cour constitutionnelle qui a apporté le même raisonnement, c'est parfois divinatoire et casuistique, incontestablement, mais bon, évidemment, il y a des garde-fous à respecter, et quelque chose qui serait excessivement intrusif, sans balise, serait voué à une censure de la Cour constitutionnelle, sans aucun doute, ça c'est certain. Merci beaucoup. Il y a encore une question? Alors, merci. En une vingtaine de minutes, je vais m'efforcer de vous communiquer quelques observations, quelques idées, mais j'éviterai de trop revenir à ce qui a été magnifiquement dit ce matin. Vous aurez les rapports, et en y faisant de temps à autre allusion, je compléterai finalement les rapports en parlant de choses qui ne devaient pas s'y trouver. Donc je fais un 5e rapport. Ce ne sont peut-être pas en tant que telles des conclusions. Mais au départ, je voudrais dire, comme mes collègues l'ont fait précédemment, combien on se sent bien de se trouver ici, dans un très haut lieu de la culture belge. Et je suis sûr que l'on doit cette réalisation somptueuse tant au papa Debray qu'à son fils ici, président de l'Union francophone des huissiers de justice. Il y avait un violoncelliste, il est décédé, il serait très âgé, M. Dumortier, qui, parlant de la musique, disait « La musique permet de déguster des gouttes d'éternité ». Vous imaginez, on nous propose en début d'après-midi de déguster ces gouttes d'éternité. Comment ne pas vous remercier? En ce qui me concerne, ça va être la transition complète. Ce ne seront certainement pas des gouttes d'éternité, mais peut-être que ce sera tellement fastidieux que ça vous donnera l'impression que ça dure une éternité. De manière générale, le professeur Perrault, que nous voyions si souvent chez vous, et avec lequel Frédéric Georges et moi-même avons participé à de ces derniers colloques à Nice à la fin de 2012, disait « Mais vous savez, si l'on parle de transparence patrimoniale, c'est parce qu'aujourd'hui, le patrimoine, pour l'essentiel, est devenu opaque.
Et il n'y avait que lui qui pouvait dire, et je reprends un extrait de sa communication à Nice au mois de novembre 2012, « De nos jours, la fortune n'est plus visible à l'œil nu, comme elle pouvait l'être autrefois. Le temps n'est plus où, dans le village, tout le monde savait bien que le père Guillaume avait 10 hectares de prés, une trentaine de vaches, un plant de maïs et quelques bibelots hérités d'un vieil oncle. Il avait, disait-on, des biens au soleil. Aujourd'hui, comme les femmes prudentes, les biens ne s'exposent plus au soleil. » C'était son écriture magnifique, inimitable, c'était tout lui-même. Donc, la transparence patrimoniale, c'est pour lui redonner un peu plus de visibilité. Et c'est étonnant de voir, et je le disais tout à l'heure à mes collègues français, c'est étonnant de voir combien ce sujet est traité depuis des décennies et on retombe toujours sur les deux seules pistes globalement envisagées, l'effort du débiteur, la déclaration de patrimoine, ça vaut ce que ça vaut suivant les pays, Monsieur Gachard nous l'a bien montré, et bien entendu les investigations patrimoniales auprès des tiers au sens large à l'initiative d'un professionnel. Et lorsque une commission, je l'ai rappelé tout à l'heure à mes collègues, a fonctionné en 1990, c'était une commission de professeurs conduite par le professeur Storm, pour introduire leur texte sur la transparence patrimoniale qui reprenait les deux idées dont on parle aujourd'hui, ils disaient, c'était des standards, pour reprendre le terme du professeur Payan tout à l'heure, ils disaient il faut que chaque État s'engage à régler cette matière aux fins signalées pour tâcher de rendre plus difficile l'occultation des biens, laquelle entraîne une insolvabilité fictive et donc l'inefficacité de la saisie et de toute l'exécution. Ils avaient tout dit. Aujourd'hui, en synthèse, deux problèmes. Le premier en 10 minutes et le second en 10 minutes. Le premier, c'est l'accès aux informations et le deuxième, c'est l'utilisation des informations. L'accès aux informations, on a distingué le rôle du débiteur, voire même du créancier, parce qu'il a, le professeur Georges l'a montré, accès à des informations parce que c'est un créancier quelque part privilégié dans tous les sens du terme. Mais alors, en dehors des parties à la procédure et en dehors des registres publics, il y a le rôle du professionnel. Je ne vais pas reparler de la déclaration de patrimoine, alors qu'il y aurait beaucoup à dire, mais à juste titre, le président Debré a évoqué le règlement collectif de dette. Dans le règlement collectif de dette, et la jurisprudence ne cesse de le rappeler, le débiteur a une obligation de transparence patrimoniale. Et je crois qu'il faut partir de là quand on envisage ces questions. Je ne vois pas pourquoi cette obligation de transparence patrimoniale existerait dans le règlement collectif de dette et qu'elle n'existerait pas ici dans le droit de l'exécution. Attention, c'est une particularité belge à vocation collective. J'en dirai, si j'ai le temps, un mot tout à l'heure. Deuxième aspect en ce qui concerne le débiteur, et là je vais être terre à terre, c'est l'immobilisation du véhicule. Vous savez qu'on a ici en Belgique, depuis 2013, une loi qui permet à des fonctionnaires, je crois que ce sont des fonctionnaires des douanes et des accises, de récupérer les amendes pénales, surtout en relation avec le code de la route, sur la base d'un titre exécutoire. Et si ces amendes pénales ne sont pas payées dans le délai X, je crois que c'est 30 jours, le véhicule a été immobilisé, et le véhicule du propriétaire débiteur des amendes pénales, et à défaut de paiement, sur autorisation du juge des saisies rendue sur requête unilatérale, eh bien, le fonctionnaire fait vendre le véhicule immobilisé pour obtenir le paiement des amendes pénales. Il y a pour le moment une proposition de loi qui a été déposée le 26 janvier 2016 en vue, et à mon avis ça va passer sans difficulté, d'étendre le bénéfice de cette procédure
à la police, c'est normal, pour la récupération des amendes pénales. Mais j'ai lu dans vos recommandations, ce qui explique qu'elles se trouvent dans votre dossier, j'ai lu dans vos recommandations une recommandation numéro 7, suivant laquelle vous estimiez que vous pourriez aussi avoir ces possibilités dans les conditions prévues par la loi, parce que aussi vous procédez pour l'État au recouvrement de taxes et amendes. Et je trouve que c'est une idée excellente et que ce type de recommandation, vous devriez la renouveler et contacter peut-être les parlementaires qui portent cette proposition de loi. Mais je vais beaucoup plus loin. Sur la base d'un titre exécutoire, ici, si c'est au stade conservatoire, c'est autre chose. Il faut demander l'autorisation du juge, et vous n'oubliez pas que maintenant, le code judiciaire a été modifié il y a une petite année, puisque le juge des saisies dans les matières qui relèvent de sa compétence peut, sur requête unilatérale, autoriser une mesure de séquestre. Donc tout cela m'apparaît très complémentaire. Mais aller plus loin, lorsqu'il s'agit, lorsqu'on dispose d'un titre exécutoire, ce serait par exemple l'appliquer pour le recouvrement de certaines créances qui ont une portée tout à fait particulière. Par exemple, les créances d'aliments. Certains montants de créances d'aliments ne permettent pas de les récupérer par l'intermédiaire du centre, du service des créances alimentaires, parce qu'elles dépassent un certain plafond. Et vous savez, il y a encore de la pénalisation, Monsieur le Président Debré. Pourquoi ? Parce que il est prévu que la personne qui est poursuivie et condamnée du chef d'abandon de famille, donc non-paiement des pensions alimentaires, peut encourir la sanction de la déchéance du droit de conduire. Et je crois que l'immobilisation du véhicule est quand même beaucoup plus efficace que la déchéance du droit de conduire. Et qui sait, chaque fois qu'on se heurte à des difficultés d'exécution, car ça concerne certainement 85% de vos débiteurs, s'il était possible, peut-être avec un contrôle du juge, de dire ici, cette fois-ci, c'est trop, on immobilise le véhicule, je crois que cela permettrait de régler pas mal de... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes sur le terrain, cela permettrait de régler pas mal de problèmes. Je ne parle pas des créanciers, c'est l'exposé du professeur Georges. Le professionnel. Le professionnel, la question de son statut est importante. Vous disposez en Belgique d'un vrai statut qui correspond à l'idée que l'on se fait de l'huissier de justice, officier public et ministériel indépendant et impartial. Mais ce qui est crucial, c'est que la théorie se concrétise en permanence. Et je sais bien que vous y veillez, que c'est vraiment le souci de votre union. Mais je crois que c'est la condition sine qua non pour confier des tâches, et probablement de plus en plus de tâches, à votre profession. J'ai eu la possibilité de lire certains extraits du projet de loi Pot-pourri 3. J'expliquerai à mes amis français ce que sont les lois Pot-pourri. Enfin, j'essayerai. Vous savez que maintenant, vous le savez certainement, vous allez pouvoir recourir à la signification électronique qui sera en principe obligatoire en matière pénale, je dis bien en principe, et qui sera facultatif en matière civile en respectant votre compétence territoriale. Mais qu'est-ce que va-t-il se passer? C'est que c'est la Chambre nationale des huissiers de justice qui sera le tiers de confiance. C'était ce que vous demandiez d'ailleurs à l'époque dans vos recommandations. Et alors, vous aurez un nouveau registre, le registre des actes authentiques du huissier de justice dématérialisés, par lesquels les significations s'opéreront. Donc vous allez avoir de nouvelles responsabilités, et plus que jamais, il faut que ce statut sur lequel on insiste, et vous avez rappelé tout à l'heure la nécessité de la sécurité juridique, de la confidentialité, du finalisme, des limitations, du respect des limites dans lesquelles vous pouvez agir, et l'absence totale de confusion d'intérêts, notamment entre le représentant des créanciers et la fonction d'huissier de justice, dans la mesure où vous respectez scrupuleusement ce statut et que vos instances disciplinaires y veillent, je crois qu'effectivement, vous êtes l'agent d'exécution auquel on peut confier toutes les missions dont on a parlé. Je ne dirais pas grand-chose dans le droit actuel en ce qui concerne la possibilité
de recourir au juge pour qu'il donne des injonctions in personam, si je puis dire, donc des injonctions au débiteur, pour qu'il produise des renseignements, voire à un tiers, pour qu'il produise des renseignements et des documents. Et c'est la mesure probatoire dont a parlé le professeur Georges, relayant cette très intéressante étude, ce n'est qu'une page, du président d'IRIX dans le Rechtsfindig Weekblatt. Depuis très longtemps, l'article 877 du Code judiciaire permet l'utilisation à des fins probatoires. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu évident pourquoi. L'arrêt Hornsby, qu'on n'a pas encore cité, le droit à l'exécution, qui fait partie du droit au procès équitable, mais comme l'explique très bien le professeur Payan dans sa série sans ouvrage, c'est aussi une possibilité d'atteinte à un droit substantiel garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où, par exemple, une créance non payée, ça signifie une atteinte à la propriété qui est garantie par la Convention européenne elle-même. Donc, il y a un droit à l'exécution dans un contentieux de l'exécution qui fait partie du procès équitable et s'y greffe, selon moi, le droit à la preuve. Et quelle est l'évolution fondamentale dans le prolongement de la question que posait tout à l'heure Madame de Saint-Denis, me semble-t-il, et en complément à ce que disait le professeur Georges, c'est qu'aujourd'hui, et la Cour d'arbitrage le fait dans un contrôle de proportionnalité, entre des valeurs de niveau égal, mais qui peuvent devenir antagonistes dans leur application convergente, eh bien, il faut établir un rapport de proportionnalité, et parfois, si le rapport de proportionnalité est établi, quand c'est vraiment indispensable d'assurer l'application du droit à la preuve au détriment d'un autre droit fondamental, eh bien, il y aura une balance des intérêts et le juge pourra, par exemple, dire, malgré le secret professionnel, production de documents exigée de la part d'un tiers. Ici, on a parlé de devoir de discrétion pour les banques, mais le secret professionnel en matière bancaire existe, par exemple, bel et bien en Allemagne. Et ce qui est d'extrêmement intéressant, je n'ai pas la date sous les yeux, ça se trouve dans ces documents-là, ce qui est d'extrêmement intéressant, c'est qu'il y a un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne qui, dans un problème de propriété intellectuelle, a dit pour que la méconnaissance de ce droit de la propriété intellectuelle puisse être établi, il faut absolument connaître le compte en banque, les coordonnées, le numéro de compte en banque de celui qui est l'auteur de la contrefaçon. Procès jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne qui a décidé, effectivement, balance des intérêts en présence, nécessité absolue, eh bien, on peut transgresser ou on peut mettre de côté, dans ce cas-ci, le secret bancaire, donc un secret professionnel qui relève en gros de la vie privée. Je n'en dis pas davantage, mais je crois que c'est un élément très important, mais quand même un petit mot. Il y a des convergences astrales comme ça, il se fait que hier, on m'a communiqué un arrêt d'une cour d'appel de Belgique. C'est dans une liquidation de régime matrimonial, mais peu importe. Et l'ex-époux est franchement déloyal, et les juges sont agacés. Et finalement, ils ont, sur base de l'article 877, prononcé une injonction in personam, assortie d'astreinte, et en plus, il avait fait une déclaration, dans un inventaire sur déclaration, il avait signalé que des comptes existaient. Donc, il fallait être très prudent de son côté pour ne pas courir des sanctions pénales. Comme ça ne suffisait pas, injonction sous astreinte, et il s'agit de comptes au Grand-Duché de Luxembourg. Eh bien, très rapidement, les fonds sont arrivés chez le notaire. Toutes les pièces qui retraçaient les mouvements de compte sont arrivées chez le notaire parce que c'était une injonction in personam sous astreinte, dont les astreintes étaient comptabilisées en Belgique. Il y a un problème pour le passage de la frontière, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Et il a eu peur. Pourquoi ? Parce qu'il était aussi notamment propriétaire d'un immeuble. Voilà donc, tout dépend des cas, une situation de grande efficacité, mais je ne vois pas, et la Cour d'appel dit exactement, j'applique l'article 877 du Code judiciaire, c'est l'office du juge, le nouvel office du juge, eh bien je ne vois pas pourquoi tout cela n'est pas transposable comme nouvelle mesure de protection probatoire dans le droit de l'exécution, n'est pas transposable à la matière de la saisie.
On pourra encore parler notamment du moment auquel les informations doivent être recueillies. Et c'est vrai que si on a surtout envisagé le recueil des informations au moment de la procédure d'exécution, le Code judiciaire lui-même, en ce qui concerne votre accès aux fichiers des saisies, prévoit à l'article 1391, attendez, je vais peut-être le retrouver. Oui, c'est un fond. L'idée, c'est que, en tout cas, les huissiers de justice peuvent prendre connaissance de tous les avis lorsqu'ils sont chargés d'une procédure au fond contre une personne. Donc, c'est au stade de l'introduction du contentieux. Et ils peuvent recueillir toutes les informations et pour voir notamment s'il est utile d'introduire cette procédure. En d'autres termes, s'il n'y a pas une impécuniosité de la partie débitrice pour reprendre la portée de votre recommandation numéro 6 sur la transparence patrimoniale. Donc il peut être extrêmement intéressant de pouvoir, dès l'amont, prendre connaissance de ces informations, non seulement pour envisager une saisie conservatoire le cas échéant, mais aussi, dès l'introduction d'une procédure au fond, vous perdez votre temps. Et je pense que cette recommandation numéro 6, en la combinant aussi avec tout ce qu'a expliqué le professeur Georges sur le point de contact de la Banque nationale de Belgique, tout cela aussi pourrait faire l'objet d'une recommandation de la part de votre union, me semble-t-il. Le moment. Est-ce qu'on en fait usage une fois ou est-ce qu'on fait usage de ces informations à plusieurs reprises? Je rejoins tout à fait ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Payan. On peut faire un usage répété vis-à-vis du même débiteur des informations recueillies. Et puis, pour moi, c'est le dernier point, c'est l'utilisation. Est-elle individuelle ou est-elle collective? Et je rappellerai d'abord, celui-ci, je vais le retrouver parce que je l'avais préparé, l'article 1394 bis/4 du Code judiciaire, qui, in fine, après avoir insisté sur la confidentialité sanctionnée par l'article 458 du Code pénal, précise « Les officiers ministériels intervenus à charge d'un même débiteur sont libérés de cette obligation pour l'échange entre eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. » Cela m'apparaît extrêmement important. Si le fichier des avis a été introduit en Belgique, c'est en considération de cette réflexion-là. Et au fait, je dois vous dire, j'en dis un mot ici, pourquoi? Parce que celui qui, pour les huissiers de justice, a porté ce projet, et j'étais très ému quand Frédéric a évoqué sa mémoire tout à l'heure, c'est Charles Van Huckelen, qui était président de la Chambre nationale des huissiers de justice à l'époque. C'était une personnalité magnifique et généreuse. Et il a porté ce projet, c'était le ministre de Klerk qui était à la justice, et la technique juridique a été magnifiquement traitée par Stan Bryce, qui est un avocat du régime linguistique néerlandophone à Bruxelles. Et j'ai eu l'avantage à l'époque de pouvoir partager avec eux pas mal de réflexions. On a vécu l'origine du fichier des avis. Tout cela pour vous dire qu'il y avait une série d'objectifs qui avaient été proposés, et je voudrais vous donner quelques chiffres et puis quelques conclusions. Ça va aller vite. J'ai pu avoir accès, grâce à Étienne Leroy, au dernier rapport élaboré par le comité de gestion et de surveillance du fichier des avis. C'est le rapport qui concerne les chiffres de 2013. Je voudrais vous donner quelques indications. Quand le fichier parle des avis, ou en tout cas dans les statistiques communiquées au comité de gestion par la Chambre nationale des huissiers de justice,
on globalise les saisies sous une seule rubrique et on y range les commandements, on y range les oppositions au sens de l'article 1390, paragraphe 2, on y range les constats de carence et toutes les saisies sans les distinguer entre saisie immobilière, saisie arrêt. Ce qui est regrettable. On aurait une vision beaucoup plus générale de la manière dont le fichier fonctionne. Donc, pour moi, ce n'est pas suffisant, mais on distingue, et là j'aurai une question à vous poser, mais on y répondra peut-être après, quand cette manifestation sera achevée, on distingue les saisies conservatoires et les saisies exécutoires. Et ce que je remarque, c'est qu'en 2013, il y a eu 8188 avis de saisie pour des saisies conservatoires et 796 716 avis pour des procédures d'exécution, c'est-à-dire en gros 1,1%. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a si peu de saisies conservatoires par rapport aux saisies exécutions, ou bien parce qu'on a vu qu'un confrère a pratiqué une saisie conservatoire, on ne fait pas une nouvelle saisie conservatoire et ce serait une ressource précieuse du fichier, ou bien je pose la question, est-ce qu'il arrive, même si ce n'est certainement pas l'esprit de la loi, que des saisies ne donnent pas lieu à l'établissement d'un avis? Je suppose que ça ne se produit pas. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Alors, la question suivante que je trouve intéressante, est-ce que la saisie est pratiquée à charge d'un débiteur ou est-ce qu'on pratique encore des saisies à charge d'un débiteur déjà saisi? Eh bien, en cumulant les saisies pratiquées en 2011 et 2013, 1 million de saisies, 1 10 474, ont été pratiquées à charge d'un seul débiteur et 2 998 761 saisies ont été pratiquées à plusieurs reprises à charge d'un même débiteur. Voilà, c'est un chiffre, donc c'est 1 tiers, 2 tiers. Le rôle de l'huissier de justice. L'huissier de justice, c'est de très loin l'acteur essentiel du fichier. En 2013, il a déposé 1 148 291 avis, dont 903 649 saisies et 240 898 cessions. Et le total donne le montant que je vous ai donné. À côté de lui, il y a quelques avis déposés, surtout par les finances, il y en a plus de 100 000. Et vraiment très peu d'avis déposés par le service public fédéral de la justice. Les consultations d'huissier de justice, c'est consultations et recherches, parce qu'on les distingue, mais globalisées. Tenez-vous bien, en 2013, c'est 7 805 132 consultations. C'est extrêmement encourageant. Alors que l'année précédente, c'était 5 961 725 consultations. Je vous donne les chiffres. Mais on distingue les consultations des recherches. Les recherches, c'est de savoir est-ce que telle personne est inscrite au fichier. Mais quand on demande une consultation intégrale des avis, dans ce cas-là, alors, ça devient la consultation au sens strict qui est payante. Elle était de 4 € jusqu'au mois de mai 2014. Elle est maintenant de 2 €. Ce sont des consultations payantes pour le notariat, pour le barreau et pour les huissiers de justice. Et je peux vous dire que la Chambre nationale des huissiers de justice, à ce niveau-là, doit détenir une fortune. Parce que en 2013, elle a encaissé 5 973 616 €. Et cette somme est affectée à quoi? Au fonctionnement du fichier et aux frais du comité de gestion et de surveillance. Mais enfin, on a diminué la redevance de 4 à 2 €. On comprend, à mon avis, on aurait peut-être pu la diminuer à 1 €. Mais ça je ne sais pas. Je pose la question aux huissiers de justice. Maintenant, pour terminer, je pense pour 5 minutes, pour terminer maintenant, concrètement par rapport aux objectifs, il fallait alléger les tâches du greffe. C'est sûr, c'est réalisé. Il fallait que l'on dispose
d'un instrument de mesure de la situation passive du débiteur et aussi active, parce que je sais ce qui a été saisi. Je peux échanger des informations avec un confrère et je ne me limite pas à la description sommaire dont il est question sur la vie. En plus, on n'en fait pas beaucoup, mais je peux avoir une information de mon confrère qui dit « je n'ai pas établi un constat de carence parce que le créancier ne voulait pas supporter le coût », c'est aussi simple que ça. Donc il y a très peu de constats de carence, mais on peut échanger des informations. Ce que moi, personnellement, j'appelle de mes voeux, et j'ai l'impression que les chiffres rendent compte de ce progrès, je le dis, par rapport à 2011 et par rapport à 2012. Instrument de mesure de la situation passive du débiteur, c'est partiel, parce que ce ne sont que les saisies pratiquées à charge du débiteur. Et il y a quand même des avancées. Il y a des avancées, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a maintenant un fichier central des jugements et arrêts et actes notariés, allouant des pensions alimentaires. Ça vous arrive de le consulter au SPF Justice? Donc ça peut être extrêmement intéressant, parce que là, vous voyez son endettement en matière alimentaire, alors qu'il n'y a peut-être pas de procédure de saisie en cours. Et puis alors, vous allez avoir encore un nouveau registre, cette fois-ci à la Chambre nationale des huissiers de justice, le registre national pour le recouvrement des dettes d'argent non contestées. Vous pourrez y accéder. Et là, vous pourrez savoir si, oui ou non, il y a des procédures à charge de telle partie sommée, alors qu'elle ne figure pas au fichier. Donc, il y a une évolution qui peut être intéressante. Il faudra bien s'interroger sur la portée de ce nouveau registre. Troisième point, la meilleure information du créancier pour arrêter la position qui convient, éclairée par l'huissier de justice. Je crois que oui, on y arrive, mais et ce n'est pas le lieu d'en parler, il faudrait voir aujourd'hui le coût concret que cela représente. On a peut-être réalisé de bonnes économies au niveau du droit de l'exécution, mais il faudrait voir le prix, le coût que doit supporter le créancier qui vous consulte. Je sais qu'il y a l'un ou l'autre article de votre tarif, un qui est en tout cas particulièrement diversement interprété, et aussi il y a le problème de la manière dont il est appliqué. Je voudrais vous dire à cet égard, et c'est pour ça que j'ai demandé que l'on reproduise dans votre dossier aussi ce remarquable document de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, le guide des bonnes pratiques en matière d'exécution des décisions de justice, et je vous encourage tous notamment à lire à la page 22, le numéro 6, sur l'intelligibilité de la législation applicable et sur la lisibilité des coûts. La Belgique tient la vedette, c'est très intéressant et c'est remarquablement bien écrit. Alors, dernier point qui m'apparaît essentiel. Le but, et c'était le dernier, c'était de rationaliser l'exécution forcée en appliquant le principe d'économie de procédure. Et on envisageait le renforcement de l'aspect collectif de la procédure de recouvrement et deuxièmement, la mise au point de solutions alternatives. Je ne vais pas entrer dans les détails, on en a déjà beaucoup parlé, mais je crois franchement que c'est encore une réflexion à développer. Je vous ai déjà dit par le passé précédemment que j'appelais de mes voeux pour vous une conférence de consensus. Vous devriez avoir des représentants de la magistrature, du barreau, des greffes et des huissiers de justice, et des huissiers de justice entre eux qui prépareraient cela, pour voir la manière de mieux concrétiser cela dans le respect de votre statut, tout en garantissant toujours une juste rétribution. Et le point qui m'inquiète le plus en droit belge, c'est le problème du règlement collectif de dette. Parce que très souvent, un débiteur, à tort ou à raison, bascule dans le règlement collectif de dette lorsque une ou plusieurs saisies, c'est très étonnant, c'est très symptomatique. Vous avez une saisie qui est pratiquée le 5 mai, le 10 mai, la demande en règlement collectif de dette est introduite. Et alors, à ce niveau-là, je crois qu'il faut veiller à rationaliser pour éviter que trop de procédures de règlement collectif de dette s'expliquent négativement. Parce qu'au niveau de la saisie, on n'aurait pas développé la dimension collective de manière suffisante. Et des magistrats
qui sont très spécialisés en la matière, le relèvent régulièrement. C'est la première observation. Et la deuxième observation, c'est Étienne Leroy. Il a publié une étude sur le règlement collectif, un commentaire de décision sur le règlement collectif de dette récemment, et il disait, mais soyons comme attentifs au coût du règlement collectif de dette. D'abord, le créancier, il va y laisser beaucoup plus de plumes peut-être que dans le cadre d'une procédure d'exécution à vocation collective. Deuxièmement, ça va coûter très cher à l'État belge. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonds de traitement du surendettement ou du règlement des honoraires des médiateurs de dette qui est financé par l'État belge, mais pour partie aussi par les banques. En trois, parce que, j'ai retenu de mémoire, que 27% du temps de travail des magistrats est affecté au règlement collectif de dette au niveau des juridictions du travail, et 34% en ce qui concerne le personnel administratif. C'est extraordinairement onéreux. Je ne sais pas si c'est satisfaisant au point de vue résultat, mais je dis qu'il y a une position pour les huissiers de justice à reprendre et à développer. J'en aurais terminé en vous disant que, et on fait ça régulièrement aujourd'hui, quand on parle de l'efficacité, de l'effectivité, de l'efficience d'un système, il faut quand même connaître la signification de ces termes. Vos saisies, elles sont effectives, c'est-à-dire que vous appliquez la loi, une effectivité du droit des saisies. Les saisies sont efficaces si, eh bien, elles permettent d'obtenir le paiement, total ou partiel. Et elles sont efficientes si on obtient un paiement, mais que les moyens mobilisés pour y arriver demeurent raisonnables. Il y a de nouveau le critère de proportionnalité. Bien, je vous souhaite vraiment des procédures effectives, efficaces et toujours, dans la mesure du possible, efficientes. Et je terminerai en citant un tout petit peu une phrase de Victor Hugo que je trouve splendide. Le droit, c'est-à-dire l'idéal, parle et commente du sommet des vérités. La loi, j'ajoute, et les pratiques, répliquent du fond des réalités en se mouvant dans le possible. À mon avis, il décrivait l'huissier de justice. Pour que tout soit sauvé, il suffit que le droit, donc l'idéal, ne disparaisse pas des consciences. C'était le lieu idéal pour vous le dire, et je suis sûr qu'on peut compter sur vous.